à toutes et à tous qui nous rejoignez ou qui pourraient nous suivre en rediffusion sur des fuseaux horaires qui correspondront à vos possibilités à travers le monde. En tout cas, ravi de vous accueillir pour ce nouveau réflexe donc, qui s'adresse à tous ceux qui sont des acteurs et des défenseurs de l'enseignement français à l'étranger. Ce que je tenais à introduire comme propos, c'est à travers cette inclusion, c'est avant tout l'excellence de l'éducation française que nous souhaitons mettre en avant dans ce nouveau réflexe, car souvent on ramène l'excellence à la seule pédagogie, mais je crois que c'est aussi pour nous qui sommes des pédagogues et qui croyons à cet enseignement inclusif, c'est aussi une manière pour nous non seulement d'accueillir des élèves à besoins éducatifs particuliers en situation de handicap, mais de montrer un véritable savoir-faire qui honore d'ailleurs tous ceux qui s'engagent dans cette voie de l'inclusion. Le FE doit relever aujourd'hui le défi et dans les prochaines années d'accueillir partout dans le monde des élèves de la même manière, quel que soit l'établissement. Donc, nous sommes nombreux à nous mobiliser sur le sujet de l'inclusion. D'ailleurs, on le verra à travers ce webinaire et tous ceux qui rentreront en interaction avec nous et qui l'écouteront a posteriori. Et c'est pour ça que lorsque je me suis engagée à titre personnel, c'est porté par d'autres, évidemment, à travers à la fois les diverses participations que nous avons pu avoir en tant que parlementaires et acteurs à travers l'OBEP, mais aussi à travers la défense d'amendements qui font qu'aujourd'hui, l'inclusion scolaire fait partie des critères d'homologation et dont les établissements doivent tenir compte aujourd'hui. On ne peut pas laisser un enfant à la porte d'un établissement scolaire français au prétexte qu'il a un besoin qui doit être accompagné et qui, en tout cas, ne le serait pas correctement. C'est pour ça qu'on essaye, dans la mesure du possible, de former de mieux en mieux nos personnels, d'abord à cet accompagnement de l'inclusion, que ce soit pour le handicap ou les besoins dits particuliers des élèves à travers toutes les 10 aujourd'hui diagnostiquées, mais aussi à travers des financements, parce que former, bien sûr, c'est important, les personnels, les opérateurs s'y engagent et s'y engagent très bien, vous allez le voir à travers ce webinaire, mais également à travers des financements de l'État. Et c'est ça aussi qui honore la France, c'est que nous nous sommes battus collectivement, alors moi aussi personnellement, mais c'est un travail collectif et nous avons pu obtenir des financements pour justement désormais que ces familles, comme en France, eh bien, puissent bénéficier d'accompagnants qui, aux côtés des enfants en situation de handicap, eh bien, sont pris en charge et ça indépendamment eh bien, de la situation financière des familles, comme c'est le cas en France. C'est ce qu'on appelle la solidarité nationale. Et là encore, ça honore le système français à l'étranger. Donc, il est important aujourd'hui de pouvoir porter à votre connaissance eh bien, les actions qui sont menées par les opérateurs, mais qui sont menées aussi par les acteurs de terrain. J'entends les référents lorsqu'il y en a qui portent le sujet de l'inclusion, mais aussi les personnels, évidemment, qui sont en première ligne. Et pour nous, et je dirais l'essence même de Réflexe, c'est vraiment de valoriser l'ensemble des actions qui sont menées, et là, particulièrement sur l'AESH. Je tenais aussi à dire que nous avons des progrès à faire. Et je pense que ce réflexe, c'est aussi une manière de nous faire remonter des situations qui ne sont pas toujours encore peut-être optimales. J'en veux pour un exemple, celui que j'évoquais à l'instant du financement AESH, où nous avons constaté un certain nombre de dysfonctionnements. J'ai rappelé au directeur de l'agence il y a quelques jours à quel point on ne pouvait plus se permettre en tout cas de laisser des familles ne pas être immédiatement remboursées des avances qu'elles font des salaires des AESH. Parce qu'on sait qu'au final, ce sera pris en charge, mais il y a pour certaines familles l'impossibilité de faire des avances. Donc, on se doit d'être au rendez-vous et donc, il faut améliorer
le fonctionnement actuel qui n'est pas optimal et le directeur s'y est engagé. Et l'action politique aussi que nous devons mener collectivement, c'est pour tous ces enfants aussi dont les familles n'ont pas la possibilité de se financer des diagnostics. Et moi, j'en ai pris conscience lors de mes derniers déplacements, entre autres à Madagascar ou en Égypte, où certes, nous finançons les AESH, mais avant, en amont, il y a des familles qui n'ont pas la possibilité de s'offrir ce diagnostic qui va les amener à faire valoir leur droit à un AESH. Donc, c'est aussi cela que nous devons accompagner, là, sur un plan politique, sur un plan étatique également, par des financements publics, au-delà des actions qui sont menées sur le terrain. Et je tenais, en conclusion, vraiment à saluer les acteurs parce que c'est toujours très émouvant de se déplacer dans des établissements français à l'étranger, à travers le monde, et de constater l'engagement de ces acteurs. Vraiment, parfois, quand j'appuie vraiment mon propos en disant que c'est vraiment très émouvant, parce qu'on voit à quel point des enfants retrouvent le sourire aux côtés de leurs camarades, alors que beaucoup d'établissements les ont laissés sur le bas-côté, ou certains pays les auraient mis dans certaines institutions, et que se retrouver avec des jeunes qui sont d'ailleurs très ouverts d'esprit. On voit assez peu de difficultés d'intégration. Eh bien, là encore, je le redis, c'est notre fierté, c'est l'honneur de la France d'autoriser cela. Donc, voilà, en tout cas, sachez que ce webinaire est évidemment à destination des familles, parce qu'elles s'engagent aussi à travers des associations, des fédérations, on le verra à travers les interventions tout au long de ce webinaire, et puis les opérateurs que je salue, parce que c'est un véritable engagement de leur part, il n'est pas fin et il n'est surtout pas, je dirais, la seule demande, je dirais, politique. Elle existe de leur propre volonté également, et ça, je tenais à le saluer parce que voilà, c'est important que nous avancions tous dans la même direction. Voilà, donc pour conclure et donner la parole à François, qui rappellera aussi peut-être, et vous aussi, tout ce qui se fait. L'objectif, et je le redis, de ce réflexe, c'est de définir ensemble quels sont les enjeux éducatifs auxquels ils font face quotidiennement, ces élèves à besoins particuliers, à quoi sert l'observatoire, qu'on appelle aujourd'hui l'OBEP, quelle est la politique générale d'inclusion de l'AEFE, de la MLF, par exemple, et des autres opérateurs qui commencent à emboîter le pas à ces deux, évidemment, plus gros opérateurs, l'opérateur public et l'opérateur associatif qui est la MLF, et quelles sont les attentes des parents et les difficultés qu'ils rencontrent, et en quoi les différentes actions présentées favorisent la motivation et l'épanouissement des élèves. C'est ça aujourd'hui que nous allons aborder dans Réflexe. Et donc, avant de donner cette fois-ci définitivement la parole à François, vous dire que voilà, je suis vraiment ravie de vous accueillir, et surtout, je vous remercie toutes et tous pour votre engagement, et nous vous remercions évidemment auprès des enfants qui ont besoin plus que jamais de nous et pour les accompagner. Merci Samantha. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce 4e rendez-vous réflexe. Donc sur le bien-être et l'inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers. Avant de présenter nos panélistes et leur passer la parole, Arthur, donc, qui fait partie de l'équipe Réflexe, va nous présenter les résultats de la consultation qu'on a faite. Comme vous le savez, avant chaque webinaire Réflexe, on fait une consultation sur le sujet, qui est un peu un point de départ aussi sur les échanges qu'on va avoir par la suite. Voilà, Arthur, sans plus attendre, je te passe la parole. Mais alors, on a le calendrier que je vais te laisser. Non, je vais le faire en fait avant de te passer la parole. On a défini la date du prochain rendez-vous Réflexe qui sera le 11 mai et qui sera sur l'enseignement du français. Aussi bien donc les réseaux français langue maternelle que les labels éducation et autres. Donc, notez la date, mais on vous la rappellera. Arthur, je t'en prie pour nous présenter cette consultation qu'on a réalisée. Oui, merci François. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons effectivement mené sur presque 2 mois cette consultation que nous avons partagée via les réseaux sociaux et par mail. Voici les résultats que nous avons obtenus sur la question des élèves à besoins éducatifs particuliers. D'abord, s'agissant des répondants,
Comme lors de la précédente consultation, on remarque que plus de 50% des participants sont des parents. Et ensuite, on a 30% de personnel d'établissement, dont personnel de direction. À la deuxième question, de savoir si ces personnes-là sont confrontées à des problématiques de besoins éducatifs particuliers. Cela concernait 80% des répondants. Et dans le détail, quelles sont ces problématiques? Dans la plupart des cas, il a été souligné troubles de l'apprentissage, mais également situation de handicap ou situation de haut potentiel. Alors, vous avez les pourcentages qui correspondent au fait qu'une personne peut cliquer sur plusieurs cas. Dans le cas d'un enseignant, par exemple, il peut cliquer sur plusieurs hypothèses de besoins éducatifs particuliers, ce qui explique ces pourcentages. Sur la troisième question, existe-t-il dans votre établissement un dispositif de prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers, EBEP? 80% des sondés ont répondu oui. Et cet accompagnement suscite néanmoins une satisfaction mitigée, puisqu'on remarque qu'il est simplement correct, pour 45% des répondants. 40% ont jugé cet accompagnement bon ou très bon, mais le résultat reste plutôt mitigé. Dans le détail, nous avons demandé aux répondants les stratégies qui étaient mises en œuvre par l'établissement auquel ils sont rattachés. Dans la plupart des cas, ça va être des dispositifs de type PPRE, PAI ou PAP, mais également la présence d'un AESH ou des dispositifs de coordination avec les parents. Ont également été cités l'adaptation de l'évaluation ou la présence d'un référent inclusion. Alors, je vous précise que ce document sera ensuite diffusé sur nos réseaux sociaux. Vous pourrez retrouver tous les détails des résultats. Lorsqu'aucun dispositif n'existe, les principaux freins évoqués, donc à cette absence de dispositif, les principaux freins évoqués par les sondés ont été le manque de financement des locaux ou des formations, mais également le manque de volonté de certaines directions d'établissement. S'agissant de la question numéro 4, nous avons demandé aux répondants, selon eux, quels sont les dispositifs qui devraient être mis en place en priorité pour favoriser l'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers. 89% des répondants ont insisté sur la nécessité de former le personnel d'établissement. On a également retrouvé la nécessité de nommer un référent par établissement, également d'informer les personnels, les parents et les élèves des dispositifs existants. Il y a eu l'idée de rédiger un guide qui serait remis aux parents au moment de l'inscription de leur enfant dans l'établissement. C'est aussi une autre piste qui a été proposée. Et c'est aussi le but de ce webinaire, faire connaître les bonnes pratiques des professeurs d'autres établissements. C'est ce que j'espère on va découvrir au cours de ce webinaire. Question numéro 5. 60% des sondés ne connaissent pas l'OBEP, l'Observatoire pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Ce webinaire va également être l'occasion, peut-être pour certains, de découvrir cet observatoire, puisqu'on va l'aborder au cours de cette réunion. Question 6. 70% des sondés savent qu'une aide financière sans condition de ressources existe pour la prise en charge d'un accompagnateur pour élèves en situation de handicap. Et 26% des répondants à ce sondage ont eu recours à cette aide sans condition de ressources. Nous avons demandé aux sondés de nous citer des établissements ou des initiatives qu'ils voudraient mettre en avant pour le bien-être donc des élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc, vous avez là des établissements qui ont été cités par les répondants, et puis un cas particulier du lycée français de Madrid, avec ce témoignage que vous pouvez voir. Encore une fois, tout ceci sera diffusé, vous pourrez le lire plus en détail sur nos réseaux et sur la plateforme Reflex que vous pouvez retrouver. Reflex avec un tiret avant le s.com. Voilà, je vous remercie pour votre attention et François, je te repasse la parole.
Parfait, merci beaucoup, Arthur. Si tu peux couper la présentation. Donc, écoutez, je vais rebondir un petit peu après sur le sondage. Je voudrais d'abord présenter nos panélistes et en les remerciant tout d'abord d'être présents. Donc, Monsieur Alain Trintignac, qui est inspecteur pédagogique régional et référent école inclusive à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'AEFE, qui est accompagnée par Raphaël Dutertre, conseillère aux relations institutionnelles et référente égalité à l'AEFE également. Au niveau de la mission laïque française, nous avons Monsieur Samuel Cazenave, qui est directeur adjoint chargé du développement et du marketing, ainsi que Madame Dominique Collado, qui est chargée de mission pédagogique. Nous avons Madame Corinne Truffier, qui est la référente EBEP de la FAPE, la Fédération des associations de parents d'élèves des établissements d'enseignement français à l'étranger. Je me suis très longtemps entraîné à pouvoir donner le nom complet sans m'essouffler, et qui est la fondatrice notamment de Vie ma vie de 10. Elle sera certainement amenée à nous en parler. Et Emmanuel Bernet, qui est enseignant à l'International French School Singapore, qui était connu avant sous le nom de Lycée français international de Singapour, qui est donc formateur et chercheur en psychopédagogie.